Chapitre 1. MacGuffin. Que vous dire de Camdenton? C'est une banlieue située au nord de Londres, avec un marché et un canal. Ce que vous ne trouvez pas au marché, vous le trouvez dans le canal, à moindre prix. Camden est également le lieu de résidence de Tim Diamant et compagnie, détectives privés. Sur la fenêtre, on peut lire la raison sociale peinte en lettres noires, en théorie du moins. Car si vous arrivez à lire, c'est qu'il a dû pleuvoir. Il n'y a que la pluie pour laver ce carreau. Tim Diamant et compagnie. Ce sont les derniers mots que Jake McGuffin ait lus dans sa vie. Il faut dire que, lorsque vous êtes poursuivi par deux assassins hollandais, armés d'un couteau et d'un pétard, votre nom étant inscrit sur le manche et la crosse, vous n'avez vraiment pas le temps de vous plonger dans la lecture d'un roman. Cela se passait pendant l'été caniculaire de 1990. Je l'ignorais alors, mais cet été-là serait plus chaud et plus long pour moi que pour n'importe qui d'autre. C'était le premier mardi de juin. Je me souviens de la date parce que c'était mon tour de préparer le déjeuner et qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Je m'étais pourtant décarcassé. J'avais garni un plateau avec des assiettes, des couteaux, des fourchettes, des serviettes, et même une fleur cueillie sur le mur de la salle de bain. Il ne manquait rien, sauf la nourriture. C'est tout? Me demanda Tim quand je lui apportai le plateau. Tranquillement assis derrière son bureau, il fabriquait des cocottes en papier avec les pages de l'annuaire téléphonique. 1 litre de lait, rien d'autre? Un demi-litre, rectifiai-je. Nous avons bu l'autre demi-litre au petit déjeuner. Je ne mens pas. Vous pouvez me croire. Ce demi-litre de lait longue conservation était la dernière chose qui nous séparait encore de la famine. Tiens, voilà un verre, dis-je. Inutile. Tim prit un gobelet en carton sur son bureau et le retourna. Il en tomba un haricot. C'est la fin des haricots, annonça Tim. Comme vous le savez probablement, je vis avec mon grand frère, Herbert Timothy Simple. Et cela depuis que mes parents ont décidé d'émigrer en Australie. Herbert se fait appeler Tim Diamant. Il se fait également appeler détective privé. Aucune de ces deux appellations n'est justifiée. Tim serait incapable de trouver une empreinte sur son propre doigt. La vue des cadavres lui donne la nausée et, les rares fois où il lui est arrivé de mener une enquête, il s'est tellement mal débrouillé que c'est l'enquête qui a fini par le mener en bateau. Cela ne vous surprendra pas. Les affaires étaient très calmes. Si calmes même qu'aucune ne se présentait. On aurait pu penser qu'il existait forcément quelqu'un, quelque part, qui avait besoin d'un détective privé. Eh bien, figurez-vous que personne n'avait frappé à notre porte depuis 6 mois. Encore quelques jours, et il nous faudrait vendre la porte. Nous avions déjà vendu la machine à écrire, le poste de télévision et le répondeur téléphonique afin de payer le loyer. Pour payer la facture du téléphone, nous avions vendu le téléphone. Il ne nous restait plus qu'à déménager dans les bureaux du prêteur sur gage, qui possédait maintenant presque tous nos meubles. Je regardais tristement le lait. « Il faut que tu trouves du travail, Tim, dis-je. J'en ai cherché, Nick, protesta mon frère en ouvrant un tiroir de son bureau qui débordait de lettres. Regarde, j'ai répondu à des centaines d'offres d'emploi. Et combien de refus as-tu reçus? Tout ça, répondit Tim avec une grimace. Ce sont les refus. Il fouilla pendant 1 minute dans la pile de lettres et en sortit une, le visage illuminé. Je n'ai pas encore reçu de réponse pour celle-ci. La poste a peut-être égaré ta lettre. Tim déplia l'annonce et l'étala devant lui sur le bureau. Chef de la sécurité de la banque canadienne à Pall Mall. 40 000 livres par an, plus tickets restaurant et voiture de fonction. Quand penses-tu avoir la réponse? Demandai-je. Ne t'inquiète pas, ils téléphoneront. Tu as vendu le téléphone, Tim. Le visage de mon frère s'assombrit. Il replia l'annonce et la rangea dans le tiroir. Oh, ça ne va pas si mal, grommela Tim. Tôt ou tard, j'aurai une affaire.
Je te parie qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va frapper à la porte. » À cet instant, quelqu'un frappa à la porte. Tim déglutit comme s'il venait d'avaler un os de poulet. Il regarda autour de lui. Avec le plateau du petit déjeuner et les cocottes en papier, sans compter le reste, le bureau ne ressemblait guère au quartier général d'un brillant détective privé, et un client potentiel frappait à la porte. Tim resta pétrifié une seconde, puis nous entrâmes tous les deux en action. Les cocottes en papier volèrent dans la corbeille. Tim jeta dans un tiroir couteau, fourchette et serviette, tandis que je glissais le carton de lait dans un vase posé sur une étagère. Restait le plateau. Tim me le rendit. Je cherchai un endroit où le poser et, n'en trouvant aucun, je le mis sur une chaise et m'assis dessus. « Entrez !» cria Tim. Penché sur son bureau, il griffonnait n'importe quoi sur une feuille blanche. Mais il aurait fait davantage illusion en tenant le stylo dans le bon sens. La porte s'ouvrit. Notre visiteur tenait un revolver à la main, et c'est le revolver que j'observais en premier. Il était petit, le nez retroussé, d'un gris métallique, à l'image du visiteur lui-même. En effet, l'homme me dépassait à peine de quelques centimètres, et il était si pâle qu'on l'aurait cru sorti d'un de ces vieux films en noir et blanc qui passent à la télé. L'homme avait le menton carré, les cheveux rasés de près et des petits yeux dissimulés derrière les verres épais de ses lunettes. Ou bien il était très myope, ou bien c'était son opticien qui l'était, ou bien il se sentait plus à l'abri derrière des verres par balles. L'inconnu ferma la porte derrière lui. Aux grosses gouttes qui ruisselaient sur son front et son manteau, je conclus qu'il pleuvait, ou alors qu'il transpirait abondamment. « Tim Diamant » demanda-t-il. « Oui, je suis Tim Diamant » acquiesça Tim. L'homme avança dans la pièce et m'aperçut. L'espace d'un instant, le revolver pointa dans ma direction, et mes mains se hissèrent d'un geste machinal quelque part au-dessus de ma tête. « Qui es-tu » questionna l'homme. « Nick Diamant » répondis-je. « Je suis son frère. »« Pourquoi es-tu assis sur un plateau ?»« Parce que j'avais envie d'une tasse de thé. » C'est la première réponse qui me vint à l'esprit. Elle parut le satisfaire, car il se désintéressa presque aussitôt de moi et se dirigea vers la fenêtre. « Je n'ai pas bien saisi votre nom, » remarqua Tim. Mon frère s'était déjà glissé dans son rôle de détective privé. Nonchalamment vautré dans son fauteuil, la voix nasillarde, il avait l'autorité d'un élastique cassé. « Jake McGuffin » dit l'homme en regardant par la fenêtre, les yeux plissés comme les stores vénitiens que nous avions vendus la semaine précédente. Il jeta un coup d'œil vers la porte par-dessus mon épaule et demanda « C'est la seule entrée ?»« Oui, » acquiesça Tim. « Vous avez des ennuis ?»« Quelqu'un cherche à me tuer. » McGuffin s'écarta de la fenêtre juste au moment où une balle tirée de la rue perçait un trou bien net dans la vitre et passait à 1 centimètre de sa tête pour fracasser le vase posé sur l'étagère, en faisant exploser le carton de lait que j'avais glissé à l'intérieur. Le lait se déversa comme d'une fontaine. « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on cherche à vous tuer, monsieur McGuffin ?» s'enquit Tim. Je chancelai. Le blême McGuffin avait encore blêmi. Quant à Tim, il n'avait visiblement rien remarqué d'anormal. À la vérité, mon frère était si imprégné de son rôle qu'il n'aurait rien remarqué, même si notre visiteur avait été tué sous ses yeux. Je reculai vers le classeur mural, prêt à me cacher derrière si d'autres balles traversaient la pièce. McGuffin glissa son revolver dans l'étui qu'il portait sous l'aisselle et traversa la pièce en évitant la fenêtre. Les gouttes sur son front étaient de la sueur, et non de la pluie. Je compris qu'il avait couru avant d'arriver jusqu'ici. Sans doute savait-il qu'on le poursuivait. Maintenant, il était là, avec nous, et ceux qui le traquaient le savaient aussi. « J'ai besoin d'un téléphone », dit McGuffin d'un ton pressant. « Pourquoi » demanda Tim. McGuffin hésita. Je crois qu'il avait mal évalué mon frère. Il faut avouer qu'il avait d'autres soucis en tête. « Vous pouvez me le dire, McGuffin » insista Tim en se tapotant le nez. « Je suis un privé qui a du flair. Je renifle les ennuis. » McGuffin regarda autour de lui. S'il avait vu un téléphone, je gage qu'il se serait servi du fil pour étrangler Tim avant de passer son appel. Mais ses poursuivants l'avaient acculé. Le temps filait. Il n'avait pas le choix. « D'accord, je vais tout vous dire. »
soupira MacGuffin en s'asseyant en face de Tim. Il prit une cigarette. Vous avez du feu? Tim poussa vers lui une boîte d'allumettes, mais il ne restait que le grattoir. Dégoûté, MacGuffin écrasa sa cigarette sur le bureau. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. Écoutez-moi bien, dit-il. Je suis un agent secret, peu importe pour qui je travaille. Pour qui travaillez-vous? Questionna Tim. Peu importe, répéta MacGuffin. Je suis sur les traces d'un certain Charon. C'est un tueur. Il dirige une puissante organisation criminelle, plus puissante qu'Esso. Mais je parie qu'il ne vous offre même pas de porte-clés, dis-je à voix basse. Tim semblait perplexe. Charon, c'est un drôle de nom. Un nom de code, expliqua MacGuffin, tiré de la mythologie grecque. Vous avez entendu parler du royaume des morts. Avant d'y pénétrer, les âmes devaient traverser un fleuve. Charon les conduisait sur sa barque. C'était en quelque sorte le passeur des morts. Le soleil avait dû disparaître derrière un nuage, car, pour la première fois de l'été, j'eus froid. Ou peut-être était-ce le vent qui soufflait à travers le carreau percé. Personne ne sait véritablement qui est Charon, poursuivit MacGuffin. Il peut se déguiser en un tour de main. On dit qu'il possède tellement de visages que même sa propre mère ne pourrait pas le reconnaître. Vous connaissez sa mère? S'enquit Tim. Non, répondit MacGuffin en prenant une profonde inspiration. Il devait avoir une terrible envie de fumer une cigarette. Il n'existe qu'un seul moyen de reconnaître Charon. Il a perdu un doigt. Le doigt de qui? Questionna Tim. Le sien. Il ne lui en reste que 9. Ça vous aidera à mettre la main sur lui, remarqua Tim avec un sourire entendu. MacGuffin ferma les yeux pendant quelques secondes. Peut-être espérait-il que tout cela n'était qu'un cauchemar, et qu'à l'instant où il ouvrirait les yeux, tout s'arrangerait. Exact, dit-il. Mais le temps presse. Charon s'apprête à tuer un diplomate russe du nom de Boris Kuzenov. J'ai entendu parler de lui, dis-je. C'était vrai. J'avais aperçu ce nom dans le dernier journal que j'avais lu, sous les épluchures de pommes de terre. Si Kuzenov meurt, tout est fichu, reprit MacGuffin. Le rideau de fer retombera, la course aux armements reprendra, peut-être même y aura-t-il la guerre. C'est si grave que ça? S'étonna Tim. Je suis le seul à pouvoir l'arrêter. Je sais à quel moment Charon a prévu d'assassiner Kuzenov, et je sais comment. Il faut absolument que je téléphone. Je regrette, monsieur McGriffon, s'excusa Tim, mais nous n'avons pas de téléphone. Pas de téléphone? Un instant, je crus que MacGuffin allait tuer mon frère. Son histoire, il l'avait racontée en pure perte. Il serra les poings. Sans doute imaginait-il ses mains autour du cou de Tim. Il y a une cabine au coin de la rue, suggérai-je. MacGuffin avait oublié mon existence. Il se tourna vers moi, puis regarda le trou dans la vitre. On aurait dit un œil, et cet œil semblait me fixer. Dans la contre-allée, ajoutai-je pour être plus précis. Dehors? Murmura MacGuffin en s'humectant les lèvres. Je devinais son problème. S'il restait ici, Charon viendrait en personne l'abattre. Et cette fois, il ne se contenterait pas d'une simple balle. Il balancerait une grenade qui nous mettrait tous les trois hors service. Comme le téléphone. D'un autre côté, à peine MacGuffin poserait-il un pied dehors qu'il deviendrait une cible ambulante. Et Charon ne le raterait pas une seconde fois. MacGuffin était homme à réfléchir mieux debout. Il se leva brusquement et traversa la pièce jusqu'à l'endroit où était accroché l'imperméable de Tim. C'était l'imperméable typique du détective privé, avec un grand col et une ceinture. À l'intérieur, Tim avait cousu une douzaine d'étiquettes au nom de Tim Diamant. « Je vous achète votre imperméable 50 livres, lança MacGuffin. « Mais vous avez déjà un manteau, objecta Tim. Il faut que je sorte d'ici sans être vu. MacGuffin ôta son manteau. Dessous, il portait un costume qui avait dû être blanc. Là où les gens normaux rangent leur portefeuille, un étui à revolver gonflait l'étoffe de sa veste. MacGuffin enfila l'imperméable et remonta le col pour dissimuler son visage. Enfin, il se retourna. « Que faites-vous »
Tim avait mis les mains devant les yeux. Vous disiez que vous vouliez sortir d'ici sans être vu, répondit mon frère. MacGuffin secoua la tête. Il sortit comme par magie un billet de 50 livres qu'il jeta sur le bureau. C'est la plus jolie chose que j'ai vue de la journée. Tim ne perdait pas au change. L'imperméable ne lui avait coûté que 10 livres dans une boutique de fripes, et c'était déjà trop cher. MacGuffin prit une longue inspiration, hésita une dernière seconde et sortit. La porte se referma sur lui. Qu'en penses-tu dis-je en me levant. Tim rouvrit les yeux. Le billet était devant son nez. 50 livres s'exclama-t-il. Invite-moi à déjeuner. Non, pas de gaspillage. Il se renversa d'un air satisfait sur son siège et se mit à bercer le billet de 50 livres entre ses mains. Il avait déjà oublié les paroles de MacGuffin. Je me demande pour qui il travaille, dis-je à voix basse. N'y pense plus, Nick, répondit Tim en empochant l'argent avec un sourire fier, comme s'il venait de le gagner. Ce n'est pas notre affaire. C'est parfois rentable de se tenir à l'écart. Ah bon? Je croyais que tu avais du flair pour les ennuis. Eh bien non, j'ai le nez bouché. Crois-moi, petit, je suis content de ne pas être mêlé à cette histoire. Je ramassai le manteau de MacGuffin pour l'accrocher à la patère. Quelque chose tomba de la poche. C'était une clé, munie d'une étiquette en plastique portant ces mots inscrits en rouge. Chambre 605, Hôtel International, Londres. Je regardai la clé. Tim me regarda. Que nous le voulions ou non, nous étions bel et bien mêlés à cette histoire.